J'inviterai maintenant M. le maire Potvin à venir véritablement inaugurer, en tant que maître des lieux, à véritablement inaugurer ce congrès. Alors, bon matin tout le monde. Monsieur Simard, notre député, Monsieur Morin, mes collègues du monde municipal, Monsieur Lorenz de Métabéchouane de Lac-à-la-Croix, M. Larouche de Robertval, Manon Cyr de Chibougamau. Manon, c'est pour être avec nous aujourd'hui. Oui, salut Manon. Je m'excuse, je vais avoir l'occasion de te saluer plus longuement aujourd'hui. Et tous les autres élus sont avec nous. Je n'ai pas eu le temps de voir tout le monde. Les gens de l'industrie, les travailleurs, plusieurs présidents de syndicats, puis des gens qui sont avec nous ce matin. Je pense que c'est intéressant de vous voir assidus à cette belle rencontre annuelle de l'industrie de tous les périls. Je pense qu'il faut être réaliste. Ça nous permet de faire un petit commentaire sur le thème que je trouve intéressant. Pourquoi l'industrie de tous les périls? Bien, je pense que depuis 2006, je disais à quelqu'un, je suis arrivé en poste en 2005, on a tombé en crise en 2006. On commence à peine, Luc nous dit, on commence à voir de la lumière. On en a beaucoup ce matin, c'est positif, mais il y a de l'espoir. L'industrie de tous les périls, parce qu'on a été confronté d'abord à l'évolution technologique. M. Poulain, le président de l'association, que je salue particulièrement ce matin, Diane également, nous l'a dit tout à l'heure. Dans cette tourmente-là, on a été bousculé par les marchés financiers. Pas besoin de nous faire des dessins. Les travailleurs le savent. Pour certaines entreprises, ils ont goûté puis ils ont assumé les coûts de ça. Harcelés par les groupes environnementaux, il ne faut pas le nier. Il faut le dire, c'est tel quel. Il va y avoir des nuances à apporter en cours de discours, en cours d'évolution de l'industrie, de repositionnement. C'est une réalité. Même infesté par les insectes ravageurs. Vous avez vu le dernier rapport sur l'évolution de la tordeuse sur nos parterres. C'est une autre réalité. Mais surtout, le plus frustrant, ce qu'on a vécu, puis ce qu'on constate, parce qu'on se pensait bien installé, issu d'une grande culture nationale, vraiment incompris, l'industrie est incomprise par l'opinion publique. Malgré tout ça, avec le thème du congrès d'aujourd'hui, que sera l'avenir, Saint-Félicien, dans sa nouvelle vision stratégique, revendique le titre de capitale nationale de l'industrie forestière. Pourquoi? Parce qu'on y croit, d'abord. On a sur notre territoire la dernière usine de craft de bois mou, résolue, dans Saint-Eusèbe, Fibrec anciennement, à l'origine de Neuilloux, tout le monde la connaît. On a réussi à maintenir une ultime scierie. Moi, je ne suis pas vieux, un petit peu plus jeune que Luc, mais j'ai vu 6 scieries en opération sur mon territoire. 6 scieries. C'est à l'époque glorieuse, là, où on distribuait les garanties d'approvisionnement, les CAF à l'époque, à tout vent, sans trop de planification. Mais il en reste une, avec l'effort de l'ensemble de la région, la générosité des voisins qui ont accepté de sauver l'essentiel. Je pense à M. Larouche qui est avec nous aujourd'hui, qui a vécu, avec l'arrivée de son mandat, des décisions difficiles à prendre, mais qui a pris pour le bénéfice de l'industrie puis de la communauté régionale. Puis pour faire avancer certaines causes qui touchent, entre autres, nos amis autochtones. Alors ça, il faut le relever, mais ça fait partie des défis qu'on a eu à relever ensemble. Alors moi, je pense qu'avec le positionnement que l'industrie va se donner, moi, Saint-Félicien, mon avenir est lié à ces nouvelles perspectives-là. Je le disais, dernière usine de craft, dernière scierie. Ultimement, on conserve une petite usine de 3e transformation avec le bois d'ingénierie, l'AMCO. Tout le monde l'a vu, vous pouvez le constater dans la revue du Congrès. On a eu même un prix à Sécobois avec le garage Mazda Saint-Félicien. Ça prenait de l'audace, ça prenait de la foi. Encore là, un partenaire de l'économie qui a accepté de revoir un plan tout acier pour donner un signal que le bois était porteur, pour donner un signal de confiance à ses propres clients, qui, pour la plupart, étaient des travailleurs forestiers, des entrepreneurs forestiers. Il a dit « oui, je vais le relever ». Pour une fraction de différence du prix, puis au bout du compte, il n'a pas de différence. Il s'est fait un projet tout bois.
Également, Saint-Félicien, pourquoi on revendique ce titre-là, qu'on y croit tellement? On était une des premières usines de granules de bois énergie au Québec avec granules LG. On est même en pénurie. On manque d'approvisionnement pour satisfaire la demande. Alors, ça veut dire que c'est un produit qui s'installe, c'est une alternative qui a été retenue par les consommateurs, c'est encore une industrie ou un secteur, une niche qui a de l'avenir. On l'a pris. Également, per capita au Canada, M. Larue tout à l'heure, l'économiste, va nous donner des perspectives, mais encore là, per capita au Canada, je suis la ville qui a le plus de centrales thermiques. J'en ai 2. Je fais 65 mégawatts à base de biomasse. Je vais dire, c'est marginal, c'est négligeable. Mais directement et indirectement, ces 2 projets-là font travailler une centaine de travailleurs. Alors, c'est intéressant. Je n'ai rien contre l'éolien, mais l'éolien, on l'érige et puis on s'en va. Moi, la cogénération biomasse, c'est à tous les jours. Il faut l'alimenter à coups de bras puis à coups de travailleurs. Alors, je pense que ce n'est pas négligeable. Puis, ultimement, moi, dans mes perspectives de développement, j'en rêvais depuis des années, c'est un projet que j'avais à cœur. J'ai toujours dit que la diversification du secteur, de mon économie locale, passerait par la forêt, mais peut-être indirectement. Puis c'est ce que je suis en train de réaliser avec mes partenaires de l'industrie, mon projet dans l'agroalimentaire avec les serres toundra. On est en construction à l'heure actuelle sur le site de l'usine de Kraft de ce qui va être le plus gros complexe séricole au Québec. 45 hectares de serres. On est en train de bâtir les 8 premiers hectares. 100 millions d'investissements, 400 emplois. N'eût été de la présence de l'industrie chez nous, qui me donne ses avantages, ses effluents thermiques, son expertise, son environnement, sa capacité d'approvisionner le complexe en autres procédés à des coûts intéressants, le projet n'existerait pas. Qui aurait pensé un jour que l'industrie serait un partenaire de l'agroalimentaire? Bon, on va essayer de le démontrer. Puis ce qui est intéressant, c'est un projet qui est reproduisible, qui est exportable à des dizaines d'exemplaires partout au pays. Alors, chez nous, Saint-Félicien, l'avenir a une industrie, on y croit, on est liés, puis ça me fait extrêmement plaisir qu'on puisse en témoigner régulièrement. Diane planifie à alterne dans la région son congrès annuel, puis revient à Saint-Félicien régulièrement. Puis je suis heureux aujourd'hui, avec le thème qui nous est proposé, de vous dire que toutes les perspectives, toute l'ouverture qu'on a besoin pour mobiliser le développement régional sont présentes, sont réunies. Vous allez voir, Luc le disait tantôt, on a un aréopage de conférenciers exceptionnel. On va pouvoir partager des données positives, on va avoir des témoignages honnêtes, francs, qu'on va pouvoir questionner, qui vont nous motiver comme jamais après cette journée de travail. Alors, en terminant, je vous souhaite effectivement la bienvenue. Je vous souhaite la meilleure journée de travail et puis je vous encourage à maintenir cette belle solidarité que l'industrie a besoin pour avoir des jours meilleurs puis donner de l'espoir aux générations futures. Merci tout le monde et bienvenue chez nous. Alors, notre prochain invité est M. François Rouleau, un économiste de l'Université Laval, qui a eu une très longue carrière comme économiste, d'abord sur les questions de main-d'œuvre à Immigration Canada. Ensuite, il est revenu au Québec au ministère de l'Industrie et du Commerce, où il a été chargé de faire plusieurs études, notamment sur l'industrie du bois de sciage, qui à ce moment-là, et c'est très drôle, à ce moment-là, on parlait dans les années 70, là, on parlait de développer de l'entrepreneurship autochtone. Et les Autochtones, c'était des Québécois qui avaient du capital ni américain ni anglais. Le mot a pris une autre saveur aujourd'hui. Il a fait partie du groupe d'implantation du régime forestier
de la fin des années 80, ces fameux contrats d'approvisionnement et d'aménagement forestier, on tournait la page, là. C'était la fin des concessions et on passait à quelque chose d'autre. Et je pense qu'on a senti un petit peu d'une convergence avec le Nouveau-Brunswick. Tout ça se passait à peu près en même temps. Il est ensuite passé à la direction du développement des produits forestiers. Il en a été le directeur. Et il a fait de nombreuses études, notamment sur le marché des copeaux, la réglementation des permis d'usine, les programmes de développement industriel. Et depuis quelques mois, il a pris sa retraite. Pas tout à fait. Pas tout à fait, puisque depuis 2013, il est directeur général de la Société d'histoire forestière du Québec. Et surtout, il participe au développement de la stratégie de production de bois. Vous savez, il y a même pas un an, dans cette salle, il y avait un formidable rendez-vous et 3 chantiers ont découlé de ça. Il y a 2 rapports qui ont été déposés, mais il y en a un 3e sur la production de bois qui est en gestation. Et je ne pense pas qu'on trahisse beaucoup la réalité en disant que notre prochain invité, François Rouleau, agit à titre de sage-femme de ce rapport. Alors, c'est qu'il était très clair au rendez-vous et même un peu avant. Vous savez qu'on attend toujours notre stratégie d'aménagement durable des forêts. Et il est devenu très clair dans cette stratégie qu'il manquait un morceau. On parlait de tout, sauf de la production de bois. Et ça, c'est un message qu'on doit bien comprendre, que les choses ont changé, là. Il n'y a aucune gêne. C'est même une obligation d'avoir une vision claire, des intentions précises et mesurables sur ce qu'on entend par production de bois. Et c'est bien pour ça qu'au rendez-vous de Saint-Félicien en novembre dernier, on a confié à Robert Beauregard, le doyen de ma faculté, le soin d'élaborer cette idée d'une politique de production de bois. Et c'est un peu de ça dont on va entendre parler. Quelques éléments de mise en situation, des éléments pour établir une vision de l'avenir. On vient de terminer une tournée, on exclut vraiment la personne qui parle. Les gens du chantier viennent de terminer une tournée où plusieurs enjeux sont ressortis et M. François Rouleau va partager avec vous ces éléments de vision, ces enjeux qui ont été reconnus. Et souhaitons-le, on aura quelques minutes pour poser quelques questions. François, la parole est à toi. C'est vrai que les spots sont forts. Moi j'ai un double défi cet après-midi. D'abord, après un repas aussi copieux, c'est de vous garder réveillé. J'espère que je vais être assez intéressant pour le faire. Et aussi le défi, d'après les 2 excellentes présentations de ce matin, d'être à la hauteur. Donc, on va tout faire pour ça. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous dire que Robert Beauregard m'a demandé de l'excuser. Il aurait bien aimé pouvoir lui-même présenter ce que je vais faire tout à l'heure. Malheureusement, des conflits d'horaire l'en a empêché. Donc, une excuse. Je suis bien content d'être ici. Moi, ce que je trouve, là, quand je vois tous ces gens-là, ce qui nous réunit, c'est notre passion pour la forêt, notre passion pour la culture forestière. Puis je pense qu'à ce titre-là, les défis qui nous attendent sont extraordinaires, mais avec des gens comme ceux qui sont ici, je pense qu'on va y arriver. Votre thème forêt et bois, que sera demain? Moi, je suis optimiste. Je pense qu'on va arriver à faire quelque chose. Il y a tellement d'énergie, tellement de gens qui mettent la main à la pâte. On va arriver à quelque chose de bien. On a des gros avantages. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure, mais comme disait mon collègue M. Larue ce matin, il y a du pour, il y a du contre, mais il faut savoir tout l'ensemble.
Voici un plan de présentation. D'abord, l'origine de la demande. Pourquoi? M. de Boutier vient d'en parler. Pourquoi on a fait cette démarche-là? Une mise en situation parce que pour faire une production comme ça ou élaborer une politique, il faut partir sur quelque chose. Il faut partir sur la situation actuelle, la situation passée également. Quelle vision on développe à partir de ces éléments-là? Et ensuite, en découle des orientations et des objectifs. Et en conclusion, là, ça sera peut-être un peu plus personnel à moi, là, François Rouleau, plutôt que le chantier, là, vous dire les défis qui nous attendent là, pour mettre ça en place. Donc, l'origine de la démarche. On a parlé tout à l'heure, Rendez-vous national de la forêt québécoise, ici même, dans la salle ici, à Saint-Félicien, le 21 novembre 2013. C'est curieux, là, me voici ici pour parler, pas du résultat encore, malheureusement, du chantier sur la production de bois, mais sur le document de consultation qu'on a envoyé à tout le monde et qui a été consulté, puis pour lequel on a eu plusieurs mémoires. Donc, il y avait 3 chantiers qui ont été mis en œuvre. Chantier sur la production de bois de Robert Beauregard, chantier sur les mesures des forêts privées, Michel Bellé, et chantier sur les améliorations apportées à la mise en œuvre du régime forestier par Paul Têtu. Les 2 premiers chantiers sont terminés. Il faut voir aussi que l'échéancier original mettait beaucoup plus de temps sur le chantier de production de bois parce que les défis étaient plus grands. Et avec les élections, bien, tout ça a été décalé. Bon. Mais M. Beauregard, il avait son idée sur le mandat aussi. Puis on l'a abordé un petit peu tout à l'heure. Son interprétation, c'était le volet économique de la stratégie d'aménagement durable des forêts. On voit que la partie sociale, la partie environnement était bien développée dans les documents de travail qu'on a vus jusqu'à maintenant, mais que la partie plus économique l'était moins. Donc, Robert s'est dit, moi, c'est comme ça, je le vois. Il en a parlé à la ministre Ouellette à l'époque. Et celle-ci a dit, oui, c'est comme ça que je vois ça aussi, donc vous pouvez aller de l'avant. Et Robert, bien là, à ce moment-là, il a demandé à 2 personnes de la compagnie, c'est-à-dire moi-même, du côté économique, et Mme Hélène Falardeau, ingénieure forestier. Donc, un économiste, une forestière pour l'appuyer dans sa démarche. Il y a eu les élections, il y a eu un nouveau ministère, un nouveau ministre, ce qui fait que, ben là, il y a eu des délais. On était 2 mois ou 3 mois, là, où il s'est passé à peu près rien. Par contre, une fois que M. Laurent Lessard était bien en place, ça a été représenté lui-même, a reconduit le mandat avec l'interprétation qu'en faisait Robert Beauregard. Il y a l'échéancier aussi qui a été modifié, évidemment. On était déjà à la fin de l'échéancier quand on a été reconduit. C'est en décembre 2014. Donc, le rapport final devrait être remis au ministre au début décembre. Puis, il y avait 2 façons de faire cette consultation-là. On aurait pu dire, bon, à tout le monde, venez nous voir et dites ce que vous pensez qu'on devrait mettre dans une stratégie de production de bois, ou préparer un texte, l'envoyer en pâture et demander aux gens de nous faire des commentaires, puis faire une tournée à partir de ce document-là. Alors, c'est ce qu'on a ici, là, c'est le document que vous voyez ici, qui a été mis en ligne au mois de juin, si je ne m'abuse, au début juin ou à fin juin, et qui a fait l'objet de la consultation. On a fait 5 consultations régionales, une nationale. Il y a plus de 40 mémoires qui ont été déposées pour nous donner différents éléments là, pour commenter notre façon de voir cette stratégie de production de bois. La mise en situation. Bon, d'abord, du côté plus industriel, c'est quoi la situation actuelle? OK, bon. On voit ici, moi, il y a l'industrie forestière qui est là, mais on voulait aussi voir les autres activités en forêt. Par exemple, la faune et l'hébergement et les produits forestiers non ligneux. Mais sur une activité totale d'environ 20 milliards de dollars en 2011, l'industrie des produits forestiers, là, essentiellement les produits du bois et les pâtes et papiers, ça représente 74 milliards de dollars ou 72 %. L'aménagement forestier qui est en amont, un peu plus de 2 milliards de dollars, 11 %. Fonds d'hébergement avec des données récentes là, qui ont été... C'est plus difficile à trouver ces données-là, mais le secteur fonds a fait faire des études, c'est 3 milliards. Et les produits forestiers non ligneux,
1/3 de milliard de dollars. Est-ce qu'il y en a qui savent c'est quoi le produit forestier ligneux le plus important au Québec? C'est le sirop d'érable, qui, lui, tout seul, est beaucoup plus gros que tous les autres réunis. Mais c'est une caractéristique de chez nous. Donc, la forêt, c'est l'industrie, mais c'est d'autres activités également. Allons maintenant à la conjoncture. Bon, ce matin, on en a parlé longuement. Moi, j'aime pas, quand je travaillais, puis j'ai été longtemps à travailler sur du secteur économique, le mot crise me faisait toujours peur parce que je trouvais qu'on exagérait en disant crise. Mais dans ce cas-là, depuis 2008, on peut dire qu'on a mangé de maudite. Baisse de revenus totaux de 6,5 milliards, 31 entre 2004 et 2011. Ce n'est pas de la tarte, là, c'est vraiment une baisse incroyable. Baisse de 43 de la valeur des exportations, puis perte de 25 000 emplois, sur à peu près 100 000. Donc, c'est quelque chose qui a vraiment marqué les esprits, puis qui fait qu'aujourd'hui, bien, souvent les gens ne croient plus à l'avenir du secteur à cause de ce genre de données-là. Mais pour moi, c'est un tremplin pour autre chose, pour quelque chose d'encore meilleur. Si on regarde un peu plus à long terme, ça c'est la dernière période, mais ce qu'on voit, si on prend les 4 dernières décennies, on voit que les évolutions changent grandement. Il y a 2 décennies de croissance et 2 décennies de décroissance. La première de 70 à 81, une augmentation de la valeur ajoutée en dollars constants, à taux composé, de 3,5 Ça veut dire qu'à chaque année, en moyenne, on augmentait la valeur ajoutée en dollars constants de 3,5 Ça, c'était dû beaucoup à des nouvelles façons de faire. C'est l'époque où on a commencé à mettre en place au Québec les forêts domaniales, entre autres, qui ont été souvent attribuées, en tout cas les volumes de bois, ont été attribués à des scieries. Puis là, on voit là, que les scieries ici, 6,2 c'est ça qui a cru le plus. Et c'est aussi l'avènement des copeaux, qui faisait que le bois passait par les scieries, puis les copeaux retournaient dans les pâtes et papiers. Donc, ça a donné vraiment un coup de pouce au secteur des produits forestiers. Par contre, en 81 à 91, une diminution moyenne par année de près de 1 surtout, puis essentiellement, dans les pâtes et papiers. Ça allait mal. On se relevait de 2 chocs pétroliers là, dans les années 70. L'industrie des pâtes et papiers était devenue un peu obsolète au Québec et il y avait besoin d'investissement. Et c'est là que le fédéral et le provincial ont fait une entente sur le programme de modernisation de l'industrie des pâtes et papiers, qui va donner des résultats, mais dans la décennie suivante. Si on va de 91 en 2001, en moyenne 5,6 Il y a le nouveau régime forestier qui arrive au Québec. Beaucoup de bois s'en va dans des scieries. Donc, on voit la forte croissance. Il y a eu des investissements dans les pâtes et papiers. On augmente de 5,10 Donc, presque les années d'or du secteur. Et la fameuse dernière décennie, malheureusement, avec des baisses de 6,2 en moyenne. Ça, c'est du côté de l'industrie. Si on regarde du côté de la forêt, quelque chose qui caractérise, c'est les baisses de possibilités forestières en forêt publique. Forêt privée, c'est une autre problématique. On voit ici, là, pour toutes sortes de raisons, que ça n'arrête pas de diminuer. Nous, on pense qu'il faut vraiment revenir à une politique de production forestière différente pour arrêter cette tendance-là. La récolte a suivi à peu près cette tendance-là. En forêt privée, les possibilités se sont maintenues durant cette période. On parle même que ça va augmenter beaucoup là, au cours des prochaines années. Et je voulais vous signaler également à l'extérieur du Québec. Il faut voir qu'au Québec, on importe beaucoup de bois pour le transformer, ce qui n'est pas mauvais en soi. Hein. C'est ici qu'on crée de la valeur. Mais vous voyez comment ce secteur-là, là, la ligne est plus droite, il a été moins touché par la crise. Pourquoi? Peut-être plusieurs raisons. La qualité du bois notamment, puis la valeur de ce bois-là qui pouvait être disponible. Donc, baisse de plus de 10 millions de mètres cubes dans les forêts publiques depuis 1996. Stabilité, voire augmentation dans les forêts privées. Forte baisse des récoltes, tant en forêt publique que dans les forêts privées. C'est la crise qu'on a vue tout à l'heure.
mais il y a une grande disponibilité dans les forêts privées, près de la moitié de la possibilité. Je vous ai fait le graphique pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Vous voyez, là, c'est à peu près la forêt publique, ça suit la tendance. On disait tout à l'heure que c'était la région la plus importante, la région forestière la plus importante au Québec, donc c'est normal qu'elle influence la tendance. Et la récolte, pareil, là, a suivi cette tendance-là. En forêt privée, on voit les soubresauts, là, en particulier de la récolte, alors que la possibilité est à peu près stable. Bon, ça, c'est les volumes. Mais il y a la qualité du bois aussi qui est important, puis sa valeur. Dans le rapport Coulomb, on mentionnait, lorsqu'il a été déposé dans leur rapport, qu'en 1997, le décimètre cube moyen des arbres était de 170 en 1977, mais était rendu à 110 par la suite. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, de 166 à 104. Donc, on voit là que, du moins pour cet indicateur-là, on pourrait en avoir d'autres, il y a une détérioration là, qui était assez marquée. Puis ça a des impacts sur le coût du bois. Tu sais, souvent, on dit c'est au Québec que le bois est le plus cher, que la fibre coûte la plus chère, au Canada, en Amérique du Nord, dans le monde entier, dans toutes les galaxies, tant qu'à être. Mais c'est vrai qu'on a une problématique à ce niveau-là. Puis ça que le bois ratisse, ça a un impact sur l'exploitation forestière, sur les coûts. Aller chercher 20 arbres pour un même volume de bois plutôt que 10, ça a un impact sur les coûts. Ça a un impact dans le sciage, pour ce qui est du petit bois par rapport au gros. Quoique, un autre avantage du Québec, on a été capable de développer des technologies extraordinaires pour exploiter ces genres de bois-là. Et bon, vous connaissez sans doute les séries, la Chibougamau et la Chapet, qui ont vraiment là, fait des merveilles à ce niveau-là. Puis ça a un impact aussi sur le panier de produits. Pourquoi? Parce que les produits de sciage, c'est classé après. Il y a différents degrés. Il n'y a pas que les dimensions, mais il y a les classes. Catégorie 1 est meilleure, etc. Si on fait rien que du catégorie 1 est meilleur, bien, on va avoir un meilleur prix. Si on fait rien que du 3 ou de l'utilité, on va avoir un moins bon prix. Donc, la qualité du bois a un impact sur ton panier de produits, donc sur tes revenus et ta rentabilité. Ici, des exemples. Ça vient d'FP Innovation. On voit ici le décimètre cube par tige, de 60 à 220, c'est ça, et le coût au mètre cube pour aller le chercher en forêt. On voit là, que plus le décimètre cube, est petit, plus les coûts sont élevés. La même chose du côté de la production. Là, on y voit sur les revenus nets à l'usine. Le DHP diamètre hauteur de poitrine, plus il augmente, plus on a des revenus intéressants au mètre cube. La production de bois est importante pour l'industrie. Il y a aussi d'autres, on l'a vu tout à l'heure, d'autres activités. La faune et l'hébergement, on a parlé 3 milliards. Les produits forestiers non ligneux, pour un total d'à peu près 3,5 milliards. Ça demande pour ça une harmonisation des usages, donc une gestion intégrée des ressources et du territoire. Je pense qu'on n'est plus, on a souvent tendance à confronter ces choses-là, alors qu'il faudrait les intégrer. Puis je pense que dans l'avenir, si on ne réussit pas à faire ça, on va être dans le trouble. Si on réussit à le faire, ça va aller bien. Il y a une valeur économique qu'on peut rattacher à l'environnement. Puis au Québec, on a une avance, pour ne pas dire vraiment des succès qu'on pourrait mettre de l'avant pour montrer qu'on fait bien les choses. D'abord, tu sais, les pesticides, bon, souvent on est choqué parce qu'on n'a pas besoin, on ne peut pas les utiliser, ça coûte plus cher, mais c'est quand même un avantage qu'on peut utiliser. Ce qui s'en vient, l'aménagement écosystémique. Pour vendre des produits à l'international, ça va devenir important. La certification forestière. C'est au Québec qu'il y a le plus de territoires certifiés en proportion dans le monde. Ça peut servir aussi, on peut amener toute la question de la réduction des gaz à effet de serre.
c'est ça que je voulais dire, la complémentarité entre les dimensions économiques et environnementales. Il faut développer cet aspect-là de plus en plus. Puis le secteur forestier, ça c'est l'ONU qui disait ça, une force motrice de l'économie verte de l'avenir. C'est pas seulement au Québec qu'on dit ça, c'est partout. Puis c'est là-dessus qu'il faut tabler pour l'avenir. La vision maintenant. Bon. Ce qui est important, le développement durable, c'est un équilibre entre trois choses. Le social, qui est notre mode de vie. L'environnement, qui est notre milieu de vie. Et l'économique, qui est notre niveau de vie. Les trois sont essentiels. On ne peut pas tabler, par exemple, seulement sur l'environnement, parce que là, on n'aura plus de revenus. Puis le social ne suivra pas non plus, il n'y aura plus d'emploi, les régions seront plus occupées. Si on fait rien que l'économique, mais c'est ce qu'on a fait longtemps, puis on voit qu'il n'y a pas d'avenir de ce côté-là. Donc, l'équilibre entre les trois. Un exemple que je trouve aberrant, pourquoi au Québec on a un ministère du développement durable et de l'environnement? C'est seulement ça. Le développement durable, c'est les trois. On a un ministère qui se dit, bien, développement durable, c'est l'environnement. C'est comme si on disait, on va faire un ministère de l'économie et du développement durable. Je pense que ça ne marcherait pas. Il y a vraiment un équilibre à retrouver là-dessus. Non, celle-là, je l'aime. Au moins, il est là, moi. C'est le cycle de vie des produits. Un produit, n'importe quel, il y a un cycle de vie, il y a un début puis une fin. Ça peut être plus ou moins long. Il y a des produits qui durent depuis, prenons le bois d'œuvre. Ça fait longtemps que c'est là, puis ça va durer encore longtemps. On va peut-être plus le transformer, mais c'est toujours du bois d'œuvre. Par contre, il y a des nouvelles technologies comme les iPhones, les iPads. Après 2 ans, ben, c'est un nouveau modèle, donc c'est autre chose qui s'en vient. Donc, tous les produits ont cette ligne de temps ici. Oh, pardon. Bon. Ont cette ligne de temps ici. Développement, expansion, croissance, maturité, déclin. C'est un peu comme un être humain. Le développement, c'est le bébé. Il arrive au monde. Il y en a beaucoup. Puis heureusement, maintenant, sur l'être humain, les bébés ils survivent beaucoup, mais il y a plusieurs années, mais il y en a beaucoup qui disparaissaient. C'est un peu ça dans les nouveaux produits. L'expansion, c'est un peu l'enfance. Hein? Là, ça commence à croître. Il y a toutes sortes de problèmes à régler, mais c'est là. La croissance rapide, c'est les adolescents, hein? Qui poussent très vite, là, qui viennent comme des échalotes, là, comme on dit. Là. Mais l'industrie, c'est la même chose. Il y a une croissance rapide, c'est le genre de problème qu'ils ont. La maturité, c'est l'âge adulte. On s'en va plus sur quelque chose de constant. Et le déclin, bien là, je ne sais pas trop comment le dire, c'est peut-être mon cas. On va dire le troisième âge pour être poli. Donc, tous les produits sont dans ça. Puisque ce qu'on remarque, si vous prenez les produits en bleu, ici, c'est les produits des pâtes et papier. Il y en a plusieurs qui l'ont dit. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de papier. Mais ça peut changer le type de papier qu'on va avoir aussi. Au Québec, on était très fort dans le papier journal. C'est le produit qui est le plus en déclin. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de journaux. Ça veut dire qu'il y en a beaucoup moins, puis qu'ils prennent beaucoup moins de papier. J'ai même, quelqu'un disait à un moment donné que peut-être que le papier journal, dans le futur, les journaux en papier, ça va être peut-être des journaux de très haute qualité. Il faut y penser à ça. Quel genre de papier on va faire pour ce genre de journaux-là. Les papiers d'impression, mais c'est papiers d'imprimante, là, surtout. La même chose. Par contre, vous avez le papier hygiénique. Vous vous souvenez de la vidéo du début? On m'a volé mon punch, je voulais vous en parler. Mais c'est sûr que ça prend du papier. Puis les niveaux de vie qui ne cessent de croître dans les pays en émergence, là, en Chine, en Inde, etc., font en sorte que ce genre de papier-là est en très haute croissance. La même chose pour l'emballage. Alors que l'informatique donne vraiment un coût à ces produits-là, le papier journal ou les papiers d'impression, ça donne un bon coup de main au papier d'emballage, entre autres avec le commerce électronique. On achète de plus en plus Internet, il faut que ça soit livré, puis souvent, c'est des cartons, des papiers d'emballage, etc., qui sont utilisés. Donc ça, là, il va y avoir une très forte croissance à ce niveau-là.
Mais il y a quand même des gros volumes ici, là. Comment on les remplace? Est-ce que ça, c'est suffisant? On ne pense pas. Les papiers d'emballage, etc. Il faut qu'il y ait d'autres choses. C'est là que les nouveaux produits arrivent, là. Les nanocristaux, les bioplastiques, etc. L'énergie avec la biomasse. La rayonne, ce n'est pas un nouveau produit, mais qui revient à la mode. Donc, ces produits-là sont en développement ou au début de leur expansion. Qu'est-ce qui va arriver? C'est dur à dire. Comme on disait tantôt, le transistor, ça a pris du temps avant que ça décolle. Mais moi, j'ai confiance que ces produits-là vont amener une réponse partielle au problème qui est ici. Et il y a notre secteur du bois qui est en rouge. Lui, il est mieux positionné à long terme, malgré la crise qu'il vient de subir. La plupart, le bois d'œuvre, on le met en maturité. Il devrait être là encore pour longtemps, notamment à cause de ses qualités vertes. Les différents panneaux, etc. Et il y a des produits nouveaux, là, comme les bois torréfiés, qui ont été une usine ici même dans la région, c'est un peu long à se développer, à prendre la direction plus vers l'expansion, mais ça peut arriver à un moment donné que ça décolle, comme on dit. Ça prend des fois un petit événement pour que ça aille de cette façon-là. Donc, c'est comme ça qu'on voit là, les produits dans le temps. C'est comme ça qu'on doit travailler pour l'avenir, en regardant ce genre de graphique-là. Il y en a des produits d'avenir, on en nomme, puis il y a des réalisations au Québec qui sont là présentement. On est en avance sur tout le monde. Il faut profiter de ces réalisations-là, même si c'est long à décoller. La nanocellulose cristalline à Windsor, donc, c'est avec une usine de papier d'impression, dans ce cas-là, qui est au Québec, et on a fait une usine pilote à côté. C'est la seule place au monde où on fait ça. Partout dans le monde, on en fait en laboratoire, mais qu'on en fait de façon industrielle, c'est la seule place au monde. Les filaments de cellulose, la même chose à Trois-Rivières avec Kruger. Windsor, c'est Domtar. La pâte à rayonne ou commerciale, bon, on a parlé des problèmes qu'actuellement, tout le monde s'est garoché là-dedans, mais il y a quand même de l'avenir tant qu'à moi. Tursault, ben, ils vont à un ou à l'autre. Ils sont flexibles. C'est une façon de voir les marchés dans le futur. Bioraffinage et chimie verte, on parle de nouveaux complexes, tout ça, mais on a au Témiscamingue, Tembec, qui a un complexe là, qui fait à peu près tout ce qu'on veut voir dans une espèce de bioraffinage et chimie verte avec la pâte. Et il y a le côté construction, les composantes préfabriquées, les bâtiments non résidentiels en bois, par exemple la Charte du bois là, qui encourage ça, l'exportation de systèmes de construction, etc. Tout ça, c'est pour l'avenir. C'est là-dessus qu'il faut baser notre industrie dans le futur. Mais ça va prendre des gestes assez symboliques, importants et clés. Par exemple, on pourrait décider de créer 1, 2, 3 complexes intégrés de pâte, papier, bioraffinage, chimie verte, énergie, localisés stratégiquement pour résorber les surplus de copeaux et catalyser la conversion industrielle. Une chose que j'avais oublié de dire tout à l'heure, bon, on parle, le marché américain s'en vient, un peu plus lent qu'on pensait, un peu plus lentement qu'on pensait. Mais pour répondre à ça, il faut que les scieries disposent de leurs copeaux. Mais ce qu'on sait aussi, c'est qu'actuellement, il n'y a pas de surplus de copeaux, donc peut-être qu'on a peur pour rien, mais avec la diminution de la production, surtout de papier journal, on peut craindre dans l'avenir que ça peut être une limite si on ne trouve pas une utilisation copeaux. Ça pourrait aussi, au lieu d'une nouvelle usine, peut-être un centre qui existe déjà, qu'on pourrait agrandir pour aller dans ce sens-là. Donc, ça nous amène à cette vision-ci. Augmenter de 50 % d'ici 2035 la valeur ajoutée des produits et services tirés de la forêt en dollars constants par rapport à 2015. Ça signifie une augmentation de la valeur ajoutée cumulative de 2 % par année. On pense que c'est ambitieux, je pense, mais on pense que ce n'est pas impossible. Le 2 % si on voit nos tableaux sur 40 ans, c'est à peu près ça que c'était là, en moyenne, là, avec les cycles hauts et les cycles bas. Donc, c'est quelque chose qu'on pense possible si on arrive à faire le reste aussi là, de ce qu'on va présenter. C'est important de faire quelque chose parce que, bon, si on prend l'année de référence, 2011, je n'ai pas tout à fait les mêmes chiffres que M. Larue. Bon, c'est probablement, les économistes sont autour de même, on ne prend pas les mêmes sources, on ne calcule pas exactement la même affaire. Mais
Puis ça ne fait rien que ce soit un peu différent. D'abord qu'on a les tendances, puis on est vraiment dans le même. Donc, 69 500 emplois qu'il y avait en 2011, une valeur ajoutée de 7,7 milliards de dollars. Si on reste le statu quo, ce qu'on pense, c'est que les possibilités forestières vont continuer à diminuer à cause de toutes les contraintes qu'il y a, du territoire, de la façon qu'on calcule, on veut être plus prudent. Tout ça fait en sorte que ça va continuer à diminuer si on ne fait pas un virage vraiment important. Donc, ce qui ferait qu'on perdrait encore, on parlait de 25 000 emplois qu'on a perdus là, dans la dernière décennie, mais un autre 6 000 emplois, puis encore un 600 millions en valeur ajoutée. Par contre, si on va dans une conversion industrielle et qu'on voit sur une politique de production de bois proactive, on pense qu'on peut inverser ça, puis plutôt créer 23 000 emplois, ce qui est à peu près ce qu'on a perdu dans la décennie, et une valeur ajoutée supplémentaire de 3 milliards de dollars. Ça, c'est des calculs très simples, là, en règle de 3, rien que pour montrer comment une orientation ou une autre a de l'influence sur l'avenir, sur demain, comme dit le thème. Les enjeux, à très court terme, mobiliser des volumes pour profiter de la reprise du cycle de la construction aux États-Unis. Deux éléments qui peuvent nous limiter un peu, la capacité financière des industries, là, puis on l'a dit beaucoup dans la tournée, a été très mise à l'épreuve beaucoup au cours des dernières années. Donc, est-ce qu'on va être capable d'investir pour produire plus? Et aussi la question des copeaux qui demeure la clé la clé de voûte pour pouvoir répondre à cette demande-là. À plus long terme, contrer l'érosion du financement de l'aménagement forestier, on pense que l'approche actuelle pour aller chercher des crédits, par exemple au Conseil du Trésor, n'est pas la bonne, en allant sur des choses seulement en volume. Vous allez voir, on veut amener des notions économiques dans tout ça. Aussi, la conversion dans les créneaux porteurs d'avenir, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est vers ça qu'il faut aller. Un autre enjeu, la crédibilité du secteur, on en a parlé beaucoup. Ici, on est des gens qui aimeront la forêt, on aime la culture forestière, mais quand on est en ville, là, des fois, c'est un peu différent. Et les gens pensent que c'est un secteur en déclin qui fait comme l'industrie du vêtement autrefois ou l'industrie du textile qui est en voie de disparition. Ça, c'est difficile à remonter une pente comme ça. Puis l'effet de levier aussi du secteur forestier pour les autres utilisations du milieu forestier. Comme je disais, il faut arrêter de confronter l'utilisation de la forêt pour faire de la matière ligneuse et l'utilisation de la forêt pour les autres activités. Je pense qu'il faut plutôt les intégrer. Puis tant qu'on n'aura pas réussi à faire ça, ça va être difficile. Puis c'est dans le contexte du développement durable. Hein? On a notre social, notre environnement et notre économique. Je vais vous donner un exemple de quelque chose qui s'est réalisé dans les dernières années que j'ai travaillé au ministère. C'était la stratégie d'utilisation du bois dans la construction non résidentielle. Au départ, quand on m'a donné ce mandat-là, c'était plutôt comme une confrontation avec les environnementalistes ou d'autres mondes. Puis, quelqu'un m'a fait comprendre, il dit « Non, François, tu ne l'as pas pantoute. » Il dit « Il faut l'équilibre entre les trois. » C'est là qu'on a créé la coalition Bois-Québec. Il y avait des environnementalistes, il y avait le monde municipal, puis il y avait l'industrie. Puis ça a fonctionné. Pourquoi? Parce qu'il y avait une voix. Il n'y avait pas une déclaration « Ah, il faut augmenter la construction en bois dans les édifices publics. » Puis quelqu'un d'autre qui disait « Ben non, environnementalement, ça ne se défend pas. » Non. Nature Québec ou d'autres disaient « Oui, c'est une bonne idée, ça, de faire ça. » D'abord, qu'on respecte l'aménagement forestier. Bon, de ça, deux notions économiques ici, ce qu'on va regarder, puis ce qui va servir comme indicateur, mais je n'irai pas très en détail, monsieur, pour vous situer un petit peu. Il y a une rentabilité financière, ça c'est pour les entreprises de travaux sylvicoles, les entreprises de transformation du bois, les entreprises de voirie ou puis la chasse, la pêche, etc. Toutes les entreprises, dans le sens large, qui œuvrent en forêt. Mais il y a la rentabilité économique, ça c'est pour la société. Ici, on va parler de valeur actualité nette, là, je ne rentre pas dans les détails. C'est une façon de calculer le revenu aujourd'hui des activités à long terme. Et la rentabilité économique pour la société, là, on va plutôt prendre un multiplicateur. C'est-à-dire, si on investit $1 dans telle activité d'aménagement forestier, est-ce que j'en retire 1,5, 2, 3, 4, 5, etc. C'est une façon de calculer.
Il y a des acteurs, différents acteurs aussi. Quand on fait une stratégie comme ça, il faut s'adresser aux différents acteurs qui sont ici, qui ont leur intérêt dans la forêt. D'abord, l'État, qui est propriétaire des terres publiques, évidemment. Les propriétaires de la forêt privée, qui sont très importants. Les entreprises sylvicoles et de récolte, ceux qui œuvrent en forêt. Les entreprises de transformation, les intervenants impliqués dans les autres ressources du milieu forestier, les travailleurs, etc. On pourrait en rajouter, là, dans la tournée, on en a nommé d'autres, les municipalités, le monde régional, etc. On a donc mis sur la table 4 orientations. Il y en a 2 qui concernent vraiment le passage d'une foresterie axée seulement sur des volumes vers une foresterie axée sur les volumes et la valeur. Une autre qui concerne le développement régional ou des localités ou de l'occupation du territoire. Et la dernière qui concerne le financement de l'aménagement forestier. Donc, la première, orienter l'aménagement forestier et la sylviculture vers des résultats basés sur la valeur plutôt qu'uniquement sur le volume. Ça replace ce qu'on disait. Faire des calculs pour optimiser un volume, ça peut donner un résultat. Faire des calculs pour optimiser la valeur totale, ça peut donner un résultat différent dans le volume, mais surtout dans la valeur, parce que c'est là que l'industrie peut faire de l'argent. Le deuxième, assurer une rentabilité financière des activités pour tous les acteurs du milieu forestier et une rentabilité économique pour la société. Un peu la même chose. Là-bas, en haut, on va voir tout à l'heure dans les objectifs, on va créer surtout les outils, puis dans le deuxième, on va les appliquer. Les 2 autres, le troisième, parlait de région. Favoriser le développement économique des régions en s'appuyant sur le milieu forestier. Revenir à l'origine même du développement des régions, de l'occupation du territoire. Et l'orientation 4, assurer un financement suffisant et à long terme des activités en milieu forestier. On pense que ces 4 orientations-là sont essentielles pour avoir vraiment une nouvelle vision là, de la politique de production de bois. Donc, si on prend la première orientation, c'est l'aménagement forestier vers des résultats basés sur la valeur. Les outils, ça prend des outils pour analyser ça, puis ça prend des bonnes données. Donc, des outils, il y en a beaucoup de développés. Il y a des données aussi qui se développent, mais il va y avoir encore du travail à faire pour ça. Enrichir les concepts de détermination de la possibilité forestière du niveau de récolte, tant en forêt publique qu'en forêt privée. Ça, ce qu'on vise, c'est rajouter d'autres éléments que seulement l'industrie de la production de bois, de la transformation du bois, toute l'activité faunique, etc. OK. Le deuxième objectif, orientation, assurer une rentabilité financière des activités pour tous les acteurs du milieu. D'abord, cibler les investissements procurant la meilleure rentabilité financière et économique. On va même jusqu'à recommander là, dans les actions que les prochains calculs de possibilités forestières faits par le forestier en chef qui est ici soient faits en considérant plutôt la valeur que le volume. C'est possible, le modèle qui est utilisé actuellement le fait. Et dans le document de consultation, on a même un annexe sur un exemple sur un territoire. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a un petit écart des volumes entre les 2 façons de le voir. Par contre, en valeur, ça vaut vraiment la peine de le faire, même si on perd un petit peu de volume. Aussi, choisir les productions forestières de manière à répondre aux besoins futurs des utilisateurs. Ça, c'est pas facile, mais oui puis non. On a vu tantôt vers quoi on s'en va. Le bois, il va être bon parce qu'il est renouvelable, il est récupérable, il est recyclable. Hein? C'est vertu écologique. Donc, c'est vers ça qu'il faut aller. Mais il ne faut pas aller dans des choses trop précises. Je vous donne un exemple là, de l'histoire. Là, je mets mon chapeau de la Société d'histoire forestière. Dans les années 1700-1800, on faisait les bateaux en bois, hein, vous savez. Et pour faire les monts, on prenait du chêne. Donc, il y a eu beaucoup de sylviculture qui a été faite à cette époque-là pour développer le chêne. Quand les chênes sont venus à maturité, bien, les bateaux étaient rendus en métal et il n'y avait plus besoin de mâts en chêne. Cependant, en même temps, l'industrie du vin s'est développée et on a fait des fûts de chêne pour le vin. Donc, on visait quelque chose, mais on a été sur la qualité. On a réussi à trouver une nouvelle utilisation. Choisir les productions forestières de manière... OK, ça je l'ai dit. Troisième objectif,
le développement économique des régions. Bon, tirer profit de toutes les occasions d'utilisation des forêts. On pense que c'est important pour les régions qui se prennent en main. Je vais vous en parler tout à l'heure. Puis aussi tirer profit du plein potentiel de la forêt privée. Il y a des bois disponibles là, puis il faut les mobiliser. Les forêts privées nous ont remis un excellent mémoire là, qui va nous inspirer là, pour savoir comment on peut mobiliser ces bois. Le financement, démontrer à l'État que c'est quelque chose de rentable à long terme. C'est important, si on va avoir du financement, c'est la façon de faire. On pourrait peut-être regarder aussi une autre façon de financer, peut-être avec les fonds de travailleurs ou les fonds des jardins. Peut-être que c'est une façon, en tout cas, on le propose. Puis le troisième qui est important, qui Robert s'amuse toujours à dire, c'est l'éléphant dans la pièce, le fameux réseau routier. Si on n'a pas un réseau routier bien développé, bien entretenu, tout ça, il n'y a plus rien qu'on est capable de faire. Comment y arriver, là, c'est toute une autre problématique. Ça prendra quasiment un autre chantier, mais on voulait le soulever quand même, que c'est quelque chose de très, très, très important. Là-dessus, je donnerais peut-être l'exemple de la forêt Montmorency, de l'Université Laval. Ils ont réussi avec une forêt, quand ils en ont pris possession, là, Luc pourrait me dire c'était en quelle année, je ne sais pas, là, mais c'était comme dévasté, je pense, là, il ne restait plus grand-chose. Aujourd'hui, c'est une forêt qui donne un rendement 2 fois supérieur à ce qu'on retrouve ailleurs au Québec. C'est là aussi où il y a beaucoup, beaucoup d'activités de plein air. Il y a de la pêche, il y a toute une activité. Mais on a une foresterie très fine, avec un réseau routier très bien développé. Puis ça a dû être reconnu parce que là, on vient de passer 6 fois le territoire. 6 fois, on augmente de 6 fois le territoire de la forêt Montmorency, là, qui est administrée par l'Université Laval. Donc, il y a des choses là, à faire quand on s'intègre. Donc, on ne s'affronte pas, on s'intègre, on travaille ensemble. En conclusion, passer du volume uniquement vers la valeur, je pense que c'est quelque chose de fondamental dans ce qu'on veut. Ça va être dans le rapport, c'est sûr, final. Ça va prendre des outils efficaces puis des données fiables pour mesurer la valeur. Ça, c'est très important. Ça demande un changement de culture. Puis là, j'ouvre les parenthèses, c'est Robert Beauregard qui parle. Lui, il a le droit de dire ça. Il dit, on forme actuellement les ingénieurs forestiers à calculer vraiment selon des volumes. Il va falloir changer ça pour qu'ils apprennent à calculer aussi selon la valeur. L'intégration des différentes fonctions de la forêt, on ne passera pas à côté. Il faut arrêter de penser que c'est un affrontement entre l'un ou l'autre. Puis souvent, on pose la question pour que les gens choisissent entre un ou l'autre. C'est peut-être ça notre problème. Faire un sondage puis demander, aimez-vous conserver ou faire du boîtillage? La plupart vont dire, on va conserver. Mais si on peut faire les deux, que ça ne sera pas mieux. Je pense que ça, c'est fondamental dans la démarche. Ça prend aussi une stratégie costaud de développement industriel. Ça, c'est plus mon dada. Il va falloir que l'État intervienne. On en a parlé tantôt. Peut-être que l'État n'a pas fait jusqu'à maintenant ce qu'il fallait. C'est sûr qu'ils ont investi beaucoup d'argent quand même au Québec. Là. Moi, j'étais là les premières années de la crise, puis il y avait ça coûtait cher. Là. Puis ils voulaient des résultats. Mais quand même, là, ça prend une stratégie industrielle d'avenir là, pour sortir, pour qu'on puisse répondre à ces nouveaux besoins-là. Je prends Monsieur le Premier ministre a dit l'autre jour, quand il a parlé de son investissement dans Gaz Métro, on passe d'un État qui subventionne à un État qui est partenaire. Mais il y a peut-être des choses à faire ici, là, avec ce principe-là. Très important, tout ça, c'est des grandes orientations. Dans chacune des régions, ça peut se décliner vraiment de façon très différente, avec des objectifs même qui peuvent être différents. Mais les grands principes demeurent quand même. On pense que c'est ça qui est au-dessus, mais pour l'application, c'est vraiment les régions à le faire. Puis tout ça pour aussi une autre chose qui est importante, c'est rétablir la confiance. La confiance entre toutes nous autres. Ça a été dur. Une crise, c'est dur. Hein? C'est comme s'il y avait eu un divorce d'une famille ou des choses vraiment catastrophiques. Il y a des chicanes ou des effets non souhaités qui arrivent. Puis là, on perd confiance entre nous autres. Mais si on ne rétablit pas la confiance, ça, c'est quelqu'un qui a sorti ça dans notre tournée, quelqu'un de l'industrie, je crois.
on ne sera pas capable de rien faire. C'est vraiment l'élément là, important là, de rapport humain là, qui est là. Petite publicité gratuite, là, j'ai fini ma présentation, mais je suis aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, directeur général de la Société d'histoire forestière du Québec. Je vous invite à aller sur le site Internet shfq.ca, avec www en avant. Il y a beaucoup, d'abord, il y a une revue là, que vous pouvez consulter là, une revue forestière qu'on publie à peu près à deux fois par année. La dernière s'appelle Ville, village et forêt. Il y a des articles superbes là-dedans. On a de la collaboration de gens là, vraiment là, qui ont de la notoriété et qui savent de quoi ils parlent. C'est très intéressant, puis il y a toutes sortes de choses là, que vous pouvez consulter, donc je vous invite à consulter ça. Merci beaucoup.